Ok, donc on est ensemble donc pour 3 jours sur une formation qui a pour sujet le web sémantique au service des plateformes de données territoriales et qui va être assurée par différents membres de l'Assemblée virtuelle, qui est une association qui est composée de plusieurs organisations spécialisées dans le domaine du web sémantique. Et donc, parmi les intervenants, nous aurons Benoît Alessandroni de Starting Blocks, moi-même, j'ai mis l'Université technologique de Troyes, que je ne me suis pas présenté d'ailleurs, parce que je suis en train de monter un projet de recherche avec le laboratoire Listen de l'UTT, qui est spécialisé sur les approches socio-techniques du travail collaboratif et qui travaille de longue date sur le web sémantique. Donc, ça va être un partenariat avec l'entreprise Data Players. Donc, ce sera une CIFRE, convention CIFRE, un projet de thèse en fait. Freddy Limpens, ici présent en visio de la coopérative Mnemotix, Pierre Bouvier-Muller de Plateau Numérique et de Data Players, ici présent également, Simon Louvet de Data Players qui arrivera dans la matinée, et Thomas Francard de Sparna qui interviendra et qui assurera la formation demain sur les aspects techniques du web sémantique. Donc, on a fait un petit tour de présentation. L'idée, c'était, on se disait que ça valait le coup de vous présenter également la dynamique dans laquelle on s'inscrit ici en Normandie, mais par le fait que vous n'êtes pas en présentiel, c'est peut-être moins intéressant. Donc, ici, on est situé dans un tiers-lieu qui s'appelle El Capitan et qui constitue un lieu d'accueil pour toutes les personnes qui voudraient quitter les villes et s'inscrire dans des démarches de transition, changer de vie, changer de métier, s'installer à la campagne. Et depuis 3 ans que le tiers-lieu existe, 50 personnes se sont installées, dont nous avec Alice, et pas mal de gens du coup qui portent de nombreux projets, lesquels contribuent tous à leur manière à impulser des dynamiques de transition sur le territoire, quoi. Et globalement, la vision qui est jardinée sur le territoire, elle se rassemble, elle est rassemblée autour on va dire, d'un projet qui s'appelle Territoire en commun, et voilà, qui fédère tout un écosystème d'acteurs et de projets sur le territoire, quoi. Voilà, mais je n'en dis pas plus dans la mesure où, bon voilà, c'est peut-être moins intéressant si vous n'êtes pas en présentiel. Et donc, la proposition, ce serait qu'on vous laisse quelques minutes pour présenter maintenant La Rochelle Zéro Carbone et ce projet de plateforme de données territoriale qui vous a incité à participer à cette formation. Virginie, Jean-François. Je peux commencer. Alors, le projet de La Rochelle Territoire Zéro Carbone a commencé en 2017. Il y a un appel, un PIA de l'État, donc un plan d'investissement qui s'appelait Territoire d'innovation de grande ambition, avec des sommes très importantes, genre 40 millions par territoire. Donc, une collègue, Anne Rostin, qui travaillait déjà sur toutes les notions du carbone, a lancé un projet qui s'appelle on voulait travailler sur la finance carbone pour faciliter les transitions environnementales. Autour d'elle, finalement, s'est fédéré tout un écosystème qu'on va retrouver dans l'organisation de La Rochelle Zéro Carbone. Donc, avec la ville, La Rochelle, l'agglomération de La Rochelle, le grand port de La Rochelle, c'est quand même le 3e port céréalier français, avec l'université de La Rochelle, qui porte depuis pas mal d'années des chercheurs qui travaillent dans tout ce qui est Green IT et maintenant qui est l'Institut du numérique responsable, La Rochelle étant le siège de l'Institut du numérique responsable, qui travaille sur l'empreinte environnementale du numérique. Donc Atlantec, qui est un des premiers parcs bas carbone français, qui se situe juste à la sortie de la ville de La Rochelle. Je crois que c'est tout pour le consortium. Et l'objectif, c'était donc d'avoir plusieurs axes de travail. Donc tout ce qui est séquestration du carbone,
carbone bleu, carbone vert. Donc, carbone bleu, c'est la séquestration du carbone par les environnements marins ou marécageux, parce qu'on a quand même des marais autour de La Rochelle. Ça, c'est porté par l'Université de La Rochelle et notamment les travaux de Christine Dupuis sur les vasières intertidales. Et avec des possibilités, par exemple, de développer du zooplancton et du phytoplancton dans certaines zones pour séquestrer du carbone. Ah oui, je ne vous ai pas dit. En fait, la Rochelle, c'est 160 000, la communauté d'agglo, c'est 160 000 habitants, un bilan carbone annuel de 2 millions de tonnes. Si on veut atteindre notre objectif de zéro carbone en 2040, par exemple, il faut arriver à zéro. Donc, passer de 2 millions à zéro, c'est impensable si on ne réduit pas, on ne compense pas pour payer des projets et on ne séquestre pas. C'est pour ça que je vous ai parlé de séquestration. On a un autre axe qui travaille sur la mobilité, puisque quand même on est à un territoire à peu près semi-rural. À la sortie de La Rochelle, vous avez des tracteurs. Donc, il y a énormément de migration pendulaire. C'est un territoire extrêmement touristique, donc avec tout ce que ça génère en termes de pollution liée au déplacement. On va avoir un axe tourisme d'ailleurs, pour du tourisme durable, notamment à tout ce qui est la consommation locale des touristes, donc visites, hébergements, etc. On va avoir enfin un axe sur l'agriculture qui n'avait pas été déposé en 2017 parce que ce n'était pas mature. On a un axe sur le bâtiment, la rénovation du bâtiment. Donc pour l'instant, c'est le bâtiment institutionnel, c'est-à-dire les bâtiments sur lesquels on a la main, et on aimerait bien travailler après sur la rénovation des particuliers. On a un axe bâtiment sur l'économie sociale et culturelle, donc c'est un circuit court. Bon, pour l'instant, c'est en train de se mettre en œuvre. Tout ce qui est énergie renouvelable, avec le cas d'usage de Parc Atlantec, qui est Parc Atlantec, donc qui sera de l'autoconsommation tertiaire individuelle, avec un énorme EMS, donc EMS, c'est un Energy Management System, c'est une sorte de logiciel ultra sophistiqué qui permet de gérer la production et la consommation. Et donc d'étudier ça pour de la réplicabilité à l'extérieur, sur d'autres zones par exemple. Et voilà, en tout, on va avoir 13 axes de travail sur les 5 prochaines années. Et si la coopérative carbone, c'est un peu le cœur du projet, puisque l'objectif, c'est de pouvoir financer beaucoup de choses grâce à la monétisation carbone, en fait. La plateforme de données territoriale s'en est souvent présentée comme le cerveau. Alors, la plateforme de données territoriales, c'est à la fois un énorme catalogue de données territoriales à la RUDI. RUDI, c'est le projet de Rennes. Donc, on a à peu près conçu ça en même temps. Et à la fois du décisionnel, pour gérer nos 13 cas d'usage. L'objectif, c'était de dépasser les limites de l'open data, parce que l'open data, c'est des données en libre accès, mais du coup qui sont souvent anonymisées et pour lesquelles il nous manque des jeux de données privés que les producteurs ne souhaitent pas partager. Par exemple, un logisticien ne souhaiterait pas partager ses tournées. Pourtant, en termes de mobilité, c'est très important parce qu'il a peur de perdre des clients, parce qu'il a peur de se faire braquer ses camions, etc. Mais en même temps, il aimerait bien les partager avec l'agglomération pour la construction de politiques publiques. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. C'est parce que ça fait quand même pas mal d'années que La Rochelle est engagée dans l'open data. Jeff, tu avais participé à ça depuis 2012. Donc, l'objectif, c'était d'avoir un catalogue de données territoriales où tous les jeux de données sont référencés, comme dans un catalogue de bibliothèque. Mais après, en fonction de la licence qui leur est apposée, ils sont ou pas restreints d'accès. Et l'objectif, c'était de faciliter quand même cette accessibilité, même restriction d'accès, avec des sortes de contrats intelligents. Alors, ce n'est pas des smart contrats. On travaille quand même, on essaie de concevoir notre plateforme. C'est des contrats passés entre un producteur et un réutilisateur. Donc, derrière, il y a pas mal d'algorithmies innovantes. Là-dessus, par exemple, sur les contrats comme ça n'existe pas. Ce qu'on voudrait aussi, c'est travailler sur tout ce qui est privacy by design, c'est-à-dire que, comme je vous parlais de données anonymisées, forcément, nous, on voudrait des données personnelles. Donc, on a un autre projet de Self Data à côté, et une régie de données personnelles. Ça, c'est par exemple pour notre cas d'usage mobilité.
Et une régie de données personnelles, c'est une énorme gageure, puisque pour l'instant, si des infrastructures techniques peuvent exister, en termes de gouvernance, à part Prat de Mollo, je n'en connais pas, et ils ont mis 5-6 ans à développer ça. Voilà, et donc ça, c'est un catalogue, c'est notre projet. En fait, sauf qu'on s'était déjà rendu compte dans l'open data il y a quelques années que les données ne sont pas directement accessibles sur Internet. En fait, il faut passer, comme une bibliothèque, il faut passer par le catalogue, en gros, savoir que le catalogue existe, aller chercher les données via des moteurs de recherche, etc. Donc ça, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde facilement. Si vous mettez dans votre moteur de recherche Google Fontaine-à-Eau La Rochelle, ce qu'on voudrait, c'est que notre première réponse, ce soit ça. Et on s'est rendu compte également que c'était compliqué de savoir ce qui existait sur le territoire parce que les plateformes de données ne sont pas interopérées. Dans notre projet La Rochelle Zéro Carbone, je vous parlais d'une plateforme de données, mais on a aussi un service public territorial des données. L'objectif, c'est d'aider à découvrir les données et à ensuite négocier les droits d'accès, on va dire ça comme ça, pour mener à bien nos projets. Ou les projets de tiers, enfin voilà. Et je passe énormément de temps à aller chercher des données sur les plateformes parce que, en fait, soit la sémantique, ce n'est pas la même, c'est-à-dire tout ce qui est description de jeux de données n'est pas la même, hein. Les formats peuvent être les mêmes, mais les métadonnées descriptives sont différentes, soit il n'y a pas d'épaississement sémantique sur le web. Donc, c'est parti de ça. Et moi, j'avais été formée par Fabien Gandon il y a 12 ans, 15 ans de ça sur le web sémantique. Et je suis depuis une fan, en fait. Voilà. Donc, le projet part de ça. Le projet, c'est d'interopérer les énormes plateformes de données open data ou non open data qu'on développe dans les territoires, donc Rudy, La Rochelle Zéro Carbone, celle de l'Île-de-France qui est en cours et d'autres, Terristory, par exemple, pour la REC, etc., grâce à ces technologies-là. Super, merci beaucoup Virginie pour cette présentation. J'ai partagé sur le chat un pad, je ne sais pas si quelqu'un d'autre en avait créé un. Donc l'URL elle est assez simple, c'est pad.lescommuns.org/formation websem, tout attaché en minuscule. Et si on peut le nourrir collectivement, ce serait, j'imagine, pas mal. Ok, donc je vous propose de partager des slides. Et de commencer par une petite présentation de l'Assemblée virtuelle dans la mesure où l'ASSO s'est développé autour de l'utilisation des technologies du web sémantique en vue de répondre à un certain nombre d'enjeux, qu'ils soient sociaux ou environnementaux, et d'outiller les acteurs de la transition. Donc l'Assemblée virtuelle, c'est des contributeurs et une quinzaine d'organisations de membres qui développent des communs. Alors ça peut être des outils, ça peut être des méthodologies, ça peut être des ontologies, ça peut être des logiciels, ça peut être des projets au service des acteurs de la transition en utilisant les technologies du web sémantique dont on va parler à l'occasion de cette formation et ce qu'on appelle les approches pair à pair dont je parlerai un petit peu plus tard. Et globalement, l'objectif de l'association, c'est de favoriser la mise en réseau des acteurs grâce à la mise en synergie de leur système d'information via ce travail sur l'interopérabilité des systèmes d'information. Alors, le problème auquel on entend répondre, c'est celui des silos, à la fois numériques et à la fois organisationnels. Dans le champ du numérique, on est tous conscients du fait que les plateformes actuelles, par exemple celles des GAFA, ne sont pas interopérables et qu'elles se développent en captant les données des utilisateurs et en monétisant ces données de manière à faire leur business. Et donc, il y a un intérêt à ne pas, on va dire, émanciper les utilisateurs et leurs données dans la mesure où leur modèle économique est basé justement sur la captation de leur valeur, quoi. Ok. Et donc, bon, voilà, ça pose quelques problèmes que je ne vais pas détailler maintenant.
notamment en termes d'expérience utilisateur sur le web. Voilà. Donc, problématique des silos dans le champ numérique et problématique des silos dans le champ organisationnel, social, on va dire. Et c'est peut-être une spécificité de l'approche de l'assemblée virtuelle que d'assimiler les organisations à des silos qui renferment plusieurs choses, les projets, parce que bien souvent, elles s'inscrivent dans des logiques concurrentielles et donc elles développent leurs projets de leur côté. Les acteurs qui sont rendus quelque part captifs des organisations par le biais, par exemple, de contrats salariés. Les idées, par le biais de la propriété intellectuelle. Et enfin, les ressources, parce qu'il va de soi qu'on ne partage pas nos ressources avec nos voisins. Alors, c'est sans doute un peu caricatural, mais globalement, ce qu'on observe, c'est que les organisations, voilà, bien souvent, renferment des projets, des acteurs, des idées, des ressources qui, si elles pouvaient les mettre en commun ou les mettre à disposition d'autres organisations ou les partager avec d'autres acteurs, permettrait le développement de logiques collaboratives, interorganisationnelles, potentiellement beaucoup plus efficientes sur le plan organisationnel. Ouais. Et donc, l'objet de l'assemblée virtuelle, c'est de créer les conditions, créer des dispositifs socio-techniques qui permettraient de sortir des silos à la fois numériques et à la fois organisationnels et de favoriser ainsi le développement d'écosystèmes, d'archipels, de communs, de transorganisationnels où on pourrait à la fois mutualiser tout un tas de choses et jouer sur nos complémentarités sur des logiques coopératives. Voilà, plus ou moins. Alors là, c'est une image, elle n'est pas très jolie, et en plus, là, je l'ai grossie, donc elle est un peu floue, mais je trouve qu'elle exprime bien ce qu'on essaie de faire. Alors, je vais vous l'expliquer. Chacun des ballons, il y a 4 couleurs, ce sont les projets, les acteurs, les idées, les ressources. Et les alvéoles, ça correspond à des silos. Et donc, il faut imaginer que les ballons se retrouvaient ou étaient enchâssés dans chacun de ces silos et qu'à un moment donné, ils se sont envolés. Et du coup, les frontières inhérentes à chacun des silos sont devenues inopérantes et la diversité des acteurs, des projets, des idées et des ressources symbolisées par les ballons peut se relier dans cet espace sans frontières qui permet le développement de liens, de synergies, de collaboration, de coopération entre tous ces projets, acteurs et des ressources qui jusqu'alors étaient enchâssés dans des silos. Alors, c'est un grand rêve, hein, et c'est vraiment pas évident parce qu'il y a un certain nombre de problématiques sur le plan technique et sur le plan socio-organisationnel, mais voilà, c'est le rêve de l'assemblée virtuelle qu'on poursuit depuis maintenant une dizaine d'années, et c'est lui qui nous fait avancer pas à pas, notamment sur le développement des logiciels et des technologies qu'on va vous présenter. Ça, c'est un autre schéma qui exprime la stratégie de développement de l'assemblée virtuelle. Alors, je vais vous le raconter aussi. Au centre du schéma, on n'a pas une organisation, on n'a pas un logiciel, on n'a pas un projet, on a des protocoles, on a des standards. Alors là, j'ai noté les standards du web sémantique. Et c'est ça qui constitue la centralité de ce qu'on fait au sein de l'assemblée virtuelle, et qui constitue le socle de la stratégie de développement de l'assemblée virtuelle. Et donc, le schéma se lit de la manière suivante. Si, on va dire, une plateforme symbolisée par un ordinateur en rouge utilise les standards du web sémantique pour outiller sa communauté d'utilisateurs, et qu'une deuxième plateforme utilise ces mêmes standards pour outiller sa propre communauté d'utilisateurs, alors les plateformes 1 et 2 vont pouvoir s'interopérer et accessoirement, si elles sont en open source, vont pouvoir mutualiser un certain nombre de briques de logiciels.
pouvoir communiquer, coopérer, se coordonner. Et donc, on voit potentiellement qu'il peut y avoir un effet boule de neige. Si une troisième plateforme utilise ces mêmes standards pour outiller sa communauté d'utilisateurs, alors elle va pouvoir s'interopérer avec les deux premières et ajouter une communauté d'utilisateurs aux deux premières communautés d'utilisateurs et ce faisant, favoriser le développement ou la constitution d'une masse critique et des effets de réseau qui vont avec, ce qui va permettre du coup d'avoir une forme de puissance qui pourrait être comparable à terme avec la puissance de gros mastodontes du web qui se développent sur des architectures centralisées, là où, par le biais des standards du web sémantique et des logiques d'interopérabilité qui les rendent possibles, on peut envisager le développement de systèmes qui sont distribués, décentralisés, constitués de petits acteurs, de petites plateformes, de petits projets autonomes et reliés. C'est deux concepts qui sont centraux dans l'univers de la chambre virtuelle, l'autonomie et la reliance permises par les protocoles et les standards du web sémantique, par exemple. Voilà, donc ça c'était pour l'assemblée virtuelle. Maintenant, je vous propose une petite introduction au sujet du web sémantique au service des plateformes de données territoriales, mais peut-être juste avant, peut-être que vous avez des questions ou des commentaires sur ce que je viens de raconter de l'assemblée virtuelle. Non? Ok, super. Si, moi j'en ai une. Oui. En fait, c'est pour ça qu'on vous a demandé à vous de faire la formation. Bon, mais ça tombe bien alors. Parce qu'en fait, on reste quand même persuadé, au-delà de la techno, que c'est celui qui la met en œuvre, donc ses principes et ses valeurs, qui font qu'elle est comme ça. Parce que je suis sûre que ces mêmes standards utilisés par des gens qui veulent faire, entre guillemets, du business dessus, au sens négatif du terme, ça ne donnera pas la même formation. On verra moins le côté autonome et relié que peut-être le côté captation d'informations produites par autrui, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, effectivement, c'est vrai que l'assemblée virtuelle, enfin, l'un des axes forts de Stasso, c'est de considérer que Code is Law. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Laurence Lessig qui raconte que alors c'est pas très intéressant et c'est plus une belle formule que quelque chose de transcendantal, quoi, mais il a dit que avant la loi c'était le code, alors le code au sens biblique, au sens religieux du terme, quoi, et que maintenant avec l'émergence de l'informatique, le code devient la loi et que le code en fait détermine nos institutions, nos formes d'organisation, et que par conséquent les programmeurs ont une responsabilité énorme dans la mesure où ils vont créer on va dire la matrice qui va générer les formes sociales, les formes politiques, les formes économiques de la société, quoi. Et on le voit avec des entreprises comme Amazon ou Airbnb qui, entre guillemets, disruptent des marchés qui étaient structurés différemment. Voilà, le numérique a une puissance incroyable et l'objectif, ça va être de le mettre au service de la transition et de ses acteurs dans le cadre de l'assemblée virtuelle. Ouais. Je ne vous ai pas dit aussi, mais en fait, notre plateforme, alors donc, conçue en 2017, donc en 2017, c'était pareil, on va dire une innovation. On l'avait conçu, un modèle économique à la Wikipédia. Et on souhaitait la mettre en commun. Donc, commun en termes de open source. Alors, souvent, c'est common washing maintenant, mais c'est open source et gouvernance en commun. Et l'intérêt pour nous, c'était que ça devienne vraiment un projet
collaborative. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve beaucoup dans des participants qui sont là sur du local et sur le fait que nos projets doivent être utilisés. On ne développe pas une plateforme à plusieurs millions d'euros juste pour se faire plaisir. Et donc, ce modèle économique à la Wikipédia, il reposait sur le fait qu'on peut contribuer à Wikipédia de différentes manières. Donc, soit en étant développeur, par exemple, donc en maintenant un système parce qu'on a certaines compétences, soit en enrichissant le contenu, parce que pareil, on a certaines compétences historiques, rédactionnelles, soit comme moi, parce que je ne sais pas faire les deux autres, en filant des sous pour pouvoir payer les serveurs, par exemple. Et donc, il y avait différents rôles. Et les uns étaient indissociables des autres pour que le projet y tienne. Et ça, c'était en 2017. Bon, c'est passé parce que finalement, je crois que ah, maintenant, c'est enregistré. Parce que c'était, comment dirais-je, innovant. Donc, nos financeurs ont bien aimé, mais c'était inédit aussi pour une plateforme de données de cette taille-là. Ouais, effectivement. Ok, donc, ouais, je propose d'enchaîner parce que normalement, il ne me reste plus qu'un quart d'heure. Et donc, je ne savais pas trop comment introduire la question des systèmes d'information territoriaux, des plateformes de données territoriales outillées par le web sémantique. Finalement, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de partir d'une notion qui est, à mon sens, très intéressante, qui est justement cette notion d'information qui se traduit derrière dans la notion de données, dans le cas des plateformes de données, de suggérer que l'information peut constituer et peut-être la clé de voûte des processus de transition. Alors, si on revient au sens étymologique de la notion d'information, alors Wikipédia dit que c'est ce qui donne une forme à l'esprit. Et quelque part, on pourrait mettre un tiret entre un et formation, un tiret formation, pour peut-être mieux se représenter le fait que l'information, c'est une forme d'input qui va venir structurer un esprit, ou un cerveau, mais pas seulement, quoi. En fait, l'information donc structure notre esprit, mais potentiellement elle peut structurer des processus de production, des modes d'organisation. Par exemple, si on entend parler de la gouvernance partagée, potentiellement ça va changer les modes d'organisation d'une entreprise si les dirigeants s'intéressent à ce truc-là, quoi. Et donc, accéder à l'information, pouvoir partager l'information, c'est sans doute un élément clé pour les processus de transition. Et alors là, c'est peut-être une hypothèse un peu osée, mais quand même, elle est assez intéressante. Quand Claude Shannon, qui est celui qui a théorisé la notion d'information, on a mis en équation et sans le savoir, en définissant l'équation de l'information, il a écrit une équation qui était inverse à l'équation qui définit l'entropie. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers du concept d'entropie, mais c'est en gros la dégradation de l'organisation. Dans le monde, enfin dans l'univers, on peut même dire, tout est soumis à la loi de l'entropie. Tout se dégrade. Et donc, ça pose un problème. Et la civilisation humaine accroît les processus anthropiques à travers son mode de développement qui est extrêmement consommateur et destructeur d'énergie, de ressources et compagnie. Et donc, si je mets cette petite équation dans cette introduction, c'est pour suggérer que si l'entropie est notre problème, peut-être que l'information est la solution, quoi. La production de l'information, le partage de l'information, parce que ça va permettre d'informer différemment la diversité de nos systèmes, qu'ils soient cognitifs, culturels, politiques, productifs, économiques.
et que c'est à partir du moment où on accède à une information de qualité et une information pertinente qu'on pourra transformer ces différents systèmes. Voilà, ça c'était la petite minute philosophique. Et donc, voilà, quelque part, les données vont être une manière de manipuler l'information à l'ère du numérique. Alors là, j'ai mis des petites définitions de la donnée, mais bon, je crois qu'on peut passer. Et donc, l'objectif avec le web sémantique, ça va être de produire de la donnée et par extension de l'information qui soit de la meilleure qualité possible. Et donc, par exemple, il y a un projet qui s'appelle FAIR qui s'est développé il y a quelques années et qui a cherché à modéliser ou à conceptualiser qu'est-ce que ce serait une donnée qui soit véritablement intéressante. Et donc, ça a donné cet acronyme, des données qui soient facilement trouvables, qui soient facilement accessibles, qui soient facilement interopérables et qui soient facilement réutilisables. C'est voilà, quelque part une perspective qui rejoint ce qu'on essaie de faire avec l'Assemblée virtuelle et ses différents membres, d'utiliser les technologies du web sémantique pour créer les conditions de la production et de partage de données qui soient facilement trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et cette initiative, en fait, a rejoint une autre initiative qui a été prise par l'inventeur du web il y a quelques années également, inventeur du web Tim Berners-Lee. Et c'était un schéma qui s'appelle le 5-star data, où là, on voit différentes qualités de données. La donnée de moindre qualité présentée dans ce schéma, c'est le document PDF. Là, c'est pas facilement trouvable, c'est pas facilement accessible, c'est pas facilement interopérable, c'est pas facilement réutilisable. On ne peut pas extraire les données et c'est compliqué. Il faut un humain globalement pour manipuler des fichiers PDF, mais c'est pas manipulable par des machines. Ensuite, on a par exemple les fichiers Excel. Là, c'est un peu mieux dans la mesure où on a des tables avec des clés, des valeurs, et ça permet de manipuler de la donnée de manière un peu plus aisée. Mais Excel, là, c'est un format propriétaire. Ce qui est un peu mieux, c'est des données structurées, mais sur des protocoles et des standards ouverts. C'est d'où le troisième étage du CSV, quoi. Et si on veut aller plus loin, alors on pourrait utiliser un format de données qui serait standard et qui serait universel. Donc c'est le quatrième étage, la quatrième marche, et donc là c'est le standard RDF qui est au cœur donc, du web sémantique. Et si on voulait... Je veux dire, il que ça fonctionne toujours, parce que moi le réseau il est tombé là. Je me disais qu'ils étaient hyper... Ouais. Non, toujours là. Ah, tu vois, super. Bon. Génial. On est passionné, c'est pour ça. Et donc, si on veut aller encore plus loin, alors on pourrait envisager de produire des données ou de lier ces données entre elles de manière à les contextualiser et à former une toile qui est symbolisée par la dernière marche. Et alors là, en l'occurrence, c'est le link open data, donc le web des données liées qui constitue, selon Tim Berners-Lee et selon la plupart des personnes ici présentes, l'avenir du web. Voilà. Et donc, si on cherche à designer des systèmes d'information à l'ère du web sémantique, ce qu'on va essayer de produire, ce sont on va dire des graphes de connaissances. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que Freddy va nous en parler juste après.
et des graphes de connaissances qui vont pouvoir s'interopérer entre eux de manière à former. Alors ici, on a le diagramme du Linked Open Data, donc c'est une multitude de graphes de connaissances qui sont liés entre eux via, on va dire, les standards de web sémantique. Mais on va voir, et notamment jeudi, qu'avec des initiatives comme le projet Solid ou alors comme le projet ActivityPub, on va pouvoir aller au-delà du Linked Open Data, puisque via ces protocoles et ces standards-là, on va pouvoir non seulement lier des données ouvertes, mais également lier d'autres types de données, des données privées, des données communautaires, et reproduire des cas d'usage de type réseaux sociaux, alors Facebook, etc. Mais sur la base de standards ouverts et sur la base d'architecture distribuée décentralisée, architecture de réseau distribuée décentralisée. Voilà. Alors, je ne rentre pas dans le détail ni de Solid, ni du Fediverse, qui est rendu possible par ActivityPub, mais c'est deux technologies qu'on va particulièrement découvrir dans le cadre de cette formation. Et donc, pour redescendre un petit peu sur Terre, dans le cadre de l'Assemblée virtuelle, on a notamment un projet qui s'appelle City et qui rejoint par certains aspects celui que vous avez à La Rochelle. City, c'est un acronyme qui signifie Système d'information territoriaux interopérables et qui a pour objectif de favoriser le développement d'écosystèmes logiciels sur un territoire pour répondre à la diversité des besoins des acteurs du territoire dans l'objectif de favoriser le développement de stratégies de résilience territoriale. Alors, si je vous montre ce schéma, c'est parce que je le trouve assez intéressant dans la mesure où il croise trois enjeux clés, celui du numérique, celui de la coopération et celui de la résilience. Et ce qui est intéressant, ce sont les intersections. Donc, commun du numérique, je ne vais pas détailler parce qu'effectivement, le projet, c'est de créer un écosystème logiciel qui soit interopérables grâce aux standards du web sémantique. La grosse bulle coopération, l'idée, c'est de développer des dynamiques coopératives écosystémiques sur le territoire, ça coule de source. Et la bulle résilience, l'objectif, ça va être de produire des communs bénéfiques pour l'environnement, pour les dynamiques sociales locales. Et donc là, je vous parlais des intersections. Quelque part, à l'intersection du numérique et de la coopération, il y a cette notion d'interopérabilité. Si on favorise l'interopérabilité des systèmes, alors on va permettre de faire du web coopératif, entre guillemets, quoi. Entre la coopération et la résilience, là, l'idée, ça va être de développer des territoires de résilience au-delà des territoires administratifs, dans le sens où il n'y a pas que les acteurs publics qui sont en capacité de déployer des initiatives de résilience. Il serait peut-être très intéressant de voir dans quelle mesure des acteurs privés, des acteurs citoyens, des acteurs publics peuvent se mettre en synergie pour adresser des dynamiques, des problématiques de résilience sur le territoire. Et si chacun des acteurs dispose de son propre système d'information non interopérable, peut-être que ça compliquera les choses. Et à l'inverse, si on parvient à interopérer les systèmes d'information de la diversité des acteurs du territoire, alors peut-être que ça favorisera le développement de dynamiques coopératives au service de la résilience du territoire. Et enfin, à l'intersection de résilience et de numérique, il y a l'idée qu'on va pouvoir, grâce au numérique, gérer la complexité des systèmes face aux vulnérabilités et aux risques de catastrophes. Là, c'est quelque part la puissance numérique en termes de data science, par exemple, qui peut favoriser le développement de dynamiques de résilience
Voilà, j'ai terminé la petite introduction. Et est-ce que je suis à l'heure? J'ai 4 minutes.